Donc bonjour, on commence pour profiter du temps. Nous avons 1 heure et demie à passer avec Madame Sophie Nicole, directrice à la clinique Belmont, psychologue, oratrice et auteure de plusieurs ouvrages, dont la prise en charge des addictions ainsi que les thérapies cognitives et comportementales. Moi, je vous conseille un de ses livres qu'elle a fait avec Dr Kounji, Faire face aux dépendances. C'est un livre très intéressant. Donc, je souhaite la bienvenue et on passera, espérons, on passera un bon moment avec Madame Sophie. Là, ça marche, ouais, ça marche, c'est super. Alors, je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et en fait, je suis ravie, et je remercierai jamais assez Fatima et le mari de m'avoir permis de réussir à vous convaincre que les groupes thérapeutiques, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui peut vraiment potentialiser la thérapie, l'approche et être un véritable soutien pour vos patients et dans votre travail. Alors, c'est super si vous m'avez amené cet objet-là, mais alors moi, j'aurais besoin plutôt qu'on me l'amène ici, puis surtout qu'on me donne des stylos, parce que vos camarades sont partis, monsieur. Voilà. Moi, je vais pas réussir à porter ce truc ici. Voilà. Alors, j'aimerais savoir... Ouais, vous faites pas mal, ouais. Ah, il y a des roulettes qui sont parties. Ouais. Merci. Non, mais il va me remettre les roulettes, là, le monsieur. Jeune homme, les roulettes, là. Si vous pouviez nous les installer, vous seriez formidable. Génial. Ah. Yes. Bon, je profite pendant ce temps-là. Qui d'entre vous animait des groupes thérapeutiques? Yes. 1, 2. Youhou. Sur quel sujet animez-vous des groupes thérapeutiques? Vous animez des groupes thérapeutiques, vous disiez? Oui, non? Ouais? Sur quel sujet? Je viens à vous. Merci, madame. J'anime un groupe thérapeutique sur les témoignages des patients addicts. Voilà. Et leurs expériences. Yes. Et vous êtes content? Vos patients sont contents de ça? Ça leur apporte quelque chose d'enrichissant pour eux? Oui, très bien, oui. Génial. Quelqu'un d'autre anime des groupes ici? Non? Oui? Je fais des groupes de compétences psychosociales, l'anxiété sociale chez les enfants et adolescents. L'anxiété sociale, les compétences, oui. Les patients sont contents? Oui. Différence. Oui. Tu peux mesurer avant et après les compétences acquises? Super. Et qu'est-ce que t'as comme retour, en fait, de tes jeunes? Parce que ça leur permet déjà de s'exposer, en gros. Au début, c'est vraiment très, très difficile parce que personne ne se parle. Et je parle toute seule pendant les 2 premières séances. Mais dès que ça se déclenche, vraiment, ça donne de très bons résultats par la suite. Ils ont quel âge? Quelle est la tranche d'âge? J'ai fait 2 expériences. Celle des adolescents était meilleure. Les enfants avec la TCC, c'était un peu plus difficile. Vers la grande enfance, 8 ans, 10 ans. Et les adolescents à partir de 12-16 ans. Super. Quelles sont vos réticences? Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'aujourd'hui, pour des raisons certainement tout à fait valables, vous
n'arrivez pas à envisager de faire et de mettre en place des groupes thérapeutiques? Quelles sont les craintes que vous avez, les raisons qui font qu'aujourd'hui, ça vous paraît difficile, compliqué, pour certains même impossible, d'envisager de mettre en place de façon systématique, que ce soit à votre cabinet ou dans une unité quelconque, des groupes thérapeutiques? La régularité? OK. La confidentialité? Vous avez collé le bouchon? Un homme fort. Il faut toujours un homme fort. Alors, la régularité, la confidentialité, quoi d'autre? Quelles sont les autres raisons, à votre avis, qui font que ça vous paraît pas possible? La réticence? Ah ouais, réticence des patients. OK. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Réticence des patients, confidentialité, régularité. Réticence du thérapeute aussi? Super. OK. Voilà, c'est à peu près ce que vous voyez qui vous vient à l'esprit, qui seraient les réponses de pourquoi actuellement faire des groupes thérapeutiques vous paraissent pas envisageables pour l'instant au Maroc? Le manque de formation du personnel? OK, donc on a une problématique de régularité, une problématique de confidentialité, une problématique de réticence chez les patients, de réticence chez le thérapeute, un manque de formation du personnel. La quoi? L'efficacité? OK. L'efficacité. On part sur ça? Il manquerait quelque chose? OK. À votre avis, si vous deviez choisir d'envisager de faire un groupe thérapeutique, quel serait, à votre avis, le thème, le sujet qui vous paraîtrait être, selon vous, utile et intéressant? Qu'est-ce qu'on aurait comme sujet? Ça peut être l'addiction, ça peut être tout ce qui vous vient à l'esprit qui pourrait aider un patient en psychiatrie ou une personne en difficulté. Le quoi? L'affirmation de soi, excuse-moi. Ouais, super idée. Le quoi? Gestion du stress. Je suis un peu sourde, excuse-moi. La communication. Gestion des émotions. Psychoéducation. Guidance parentale. Vous êtes génial. On n'est pas très loin du programme de la clinique. Hein. Il nous en manque plus que quelques-uns et c'est bon.
Alors, on a la pleine conscience, c'est une super proposition. Est-ce qu'on le met avec les émotions? Frustration. OK. On fait avec ce petit programme-là? C'est top. Allons-y. Vous allez faire l'expérience de vivre un groupe thérapeutique. Là, maintenant. OK? On va le faire tous ensemble. Et vous allez vous rendre compte de ce que ça va vous apporter, de l'effet que ça peut vous faire, et en quoi vous pourriez maintenant, après, peut-être, je le souhaite, envisager de réaliser que finalement, ce n'est pas quelque chose qui vous paraissait si complexe, flou, ou tous les éléments que vous disiez tout à l'heure, régularité, réticence, manque de formation. Allez, on va en choisir un au hasard. On va se prendre gestion des émotions. Alors, quand vous mettez en place un groupe, vous devez le fractionner en 3 parties. La première partie de votre groupe, qui doit être à peu près de 15 minutes, vous allez faire vraiment de la psychoéducation. Les gens adorent être informés. Les gens adorent apprendre des choses nouvelles, des choses accessibles et des choses qu'ils vont pouvoir partager avec leurs proches. On est tous comme ça. On a tous envie d'apprendre des choses et d'apprendre des choses qui vont nous permettre de pouvoir mieux nous comprendre, mais aussi qui vont nous permettre de pouvoir partager avec nos proches des informations éclairantes pour nous-mêmes, pour eux, pour la famille, pour les amis. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? La deuxième partie va consister à proposer un exercice à la personne pour lui permettre de réaliser comment elle va pouvoir travailler sur certaines émotions, soit parce qu'elle veut les amplifier, soit parce qu'elle veut les réguler, soit parce qu'elle veut améliorer ses performances dans cette émotion ou ce qui pourrait la faire souffrir dans cette émotion. Et puis, dans la dernière partie, vous allez proposer aux gens de partager quelque chose, tout en leur disant à chaque fois qu'ils pourront partager uniquement des choses avec lesquelles ils sont à l'aise avec eux-mêmes, quelque chose qui ne les met pas en difficulté, dans lequel ils ne vont pas se sentir embêtés parce que j'aurais dit ça et qui va le savoir, alors après tout le monde va le savoir. Donc les gens peuvent absolument sélectionner l'information qu'ils veulent donner et partager. Et vous allez vraiment observer l'effet que ça peut apporter d'avoir finalement cet outil et de se rendre compte de la puissance de cet outil et à quel point ça peut dynamiser vos prises en charge, dynamiser une équipe, vous donner finalement dans votre activité quelque chose de beaucoup plus riche. Et puis, ça va aussi fortement augmenter l'engagement thérapeutique et l'observance thérapeutique de vos patients. Alors, allons-y pour notre gestion des émotions. Première partie, vous allez donc faire cette psychoéducation. Donc, on va expliquer à quelqu'un, de façon générale, comment fonctionne une émotion, et on va commencer par le début. Émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Émotion, ça veut dire ouverture en mouvement. Nous, les êtres humains, nous communiquons de façon émotionnelle. Toute notre communication avec nous-mêmes, avec nos semblables, se fait à travers les émotions. Ce qui nous différencie de la machine, jusqu'à présent, parce qu'il faut savoir que les intelligences artificielles sont incroyables. J'avais un collègue l'autre jour qui me racontait qu'avec ChatGPT, maintenant, tu peux avoir un avatar avec qui tu discutes, qui respire, tu l'entends prendre son souffle, qui va s'accorder
à ton rythme de voix, et si tu te mets à rigoler, il va se mettre à rigoler aussi. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va être très compliqué pour chacun d'entre nous de réussir à savoir si je parle à un vrai humain ou pas, parce que ça va tellement vite et l'amélioration est tellement intense, c'est assez dingue. Mais bref, pour l'instant, de toute façon, même ces intelligences artificielles vont devoir s'appuyer sur des apprentissages humains pour arriver à devenir ces humains artificiels. Mais donc, l'émotion, c'est ce que nous utilisons pour communiquer les uns avec les autres. Elle se passe de façon physique, et puis, elle va circuler dans notre cerveau, qui, au prorata de nos apprentissages, va être classifiée, et selon aussi nos biais cognitifs, ça veut dire la façon qu'on va devoir interpréter la situation, on va avoir une réponse, un comportement, on va avoir des pensées au prorata de l'émotion qui se sera présentée à nous. Donc, en fait, si je reprends mon fameux cerveau très schématisé, je vous rappelle, on a cette zone profonde dans notre cerveau qui permet de garder la race humaine vivante, qui est le reptilien. Dans cette zone-là de notre cerveau, je vous rappelle, ce n'est pas fait pour réfléchir, ce n'est pas un endroit où on peut apprendre des choses, c'est un endroit pour nous garder vivants. Cet endroit ne fait que 3 choses, je vous le rappelle. On fait le mort, on fuit ou on attaque. Juste au-dessus, ce qu'on appelle le paléo limbique en neurocognitivisme, c'est une zone, à nouveau, dans laquelle vous ne pourrez pas avoir d'apprentissage, mais une zone qui est de nouveau là pour nous garder vivants. C'est-à-dire qu'elle, elle va se souvenir de tous nos combats et de tous nos traumatismes. Pourquoi? Parce que de nouveau, c'était hyper important de savoir que si tu prenais ce chemin-là, tu risquais de te faire bouffer par un ours, ou que si tu passais par là, tu risquais de tomber dans un trou. Mais du coup, aujourd'hui, on va se souvenir des grosses disputes qu'on a pu avoir avec quelqu'un, ou bien que tel endroit, on avait vu quelque chose d'assez terrible, et donc c'est important de s'en souvenir. Et donc, dans cet endroit-là, chaque fois qu'on va vivre des choses similaires à cet événement-là, si je prends par exemple une grande dispute avec une dame dans un supermarché, une caissière, terrible dispute, ou avec un collègue de travail, allez, on prend avec le collègue de travail, vous avez une grosse dispute avec un collègue de travail, vous croisez une copine à la cafette, ou quand vous rentrez chez vous le soir, puis dites « Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé, figure-toi que l'autre de nouveau m'a pris la tête, et c'est pas possible, et nanana, et nanana, et nanana. » Vous allez raconter votre histoire une première fois, votre copine qui vous aime beaucoup va bien vous écouter, et puis elle va dire « Oui, mais moi aussi, ça m'était arrivé aussi avec ma collègue, nanana, moi aussi. » Donc elle va aussi aller dans cette zone-là de son cerveau, elle va se souvenir de ça, et vous allez commencer à partager différentes situations traumatiques ou de combat, et donc, le fait de les partager va vous permettre déjà de vous réhumaniser. Vous n'êtes pas seul. L'autre a déjà vécu ça. C'est très important. On a aussi besoin de ça en tant qu'être humain. On a besoin de se reconnaître les uns dans les autres. On a besoin de reconnaître aussi que quand on vit des choses, quelles qu'elles soient en fait, qu'on n'est pas un extraterrestre, que d'autres ont déjà vécu ces choses-là, qu'ils les ont déjà ressenties. Juste au-dessus, on a une zone de notre cerveau, notre cortex singulaire, où tout ce qu'on apprend, mais tout ce qu'on apprend est enregistré et rangé là. Alors, si ce qu'on apprend est bon pour nous, bah tant mieux, c'est génial. Ne le touchez pas. Répétez-le tranquillement. Mais on va aussi ranger là des choses qui vont générer ces fameux schémas, croyances, biais cognitifs. Et donc, du coup, je vous rappelle que dans cette zone-là, tout ce qui est rangé sont comme des petites mémoires. Qu'on y ait 50% du temps dans cette zone-là, ce qui veut dire 54 minutes sur 60 dans une heure, que cette zone-là veut toujours faire les choses de la même manière, qu'elle ne voit pas pourquoi on les ferait autrement. Et du coup, elle, ce qu'elle veut, c'est répéter son apprentissage. Et puis, nous avons cette zone, cette cerise sur le gâteau,
qui est notre préfrontal, cette zone à l'avant de notre cerveau, qui nous permet d'être ici et maintenant, connectés au réel, qui nous permet d'apprendre des choses nouvelles et d'observer des choses sur nous. C'est la zone de notre cerveau, avec notre orbitofrontal, qui est par exemple zone des prises de décision, avec conscience de conséquences. Vous voyez, nous venons de faire un petit moment de psychoéducation. À ce moment-là, y a-t-il une réticence? Y a-t-il une résistance? Pour vos patients qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'avoir accès à ces informations-là, imaginez quelle peut être leur satisfaction. OK? Et puis, vous pouvez donc faire une séance sur cette psychoéducation-là, mais ensuite, on va passer à un exercice. Et on va expliquer l'exercice, à quoi il sert, et qu'est-ce qui pourrait changer dans leur vie. Si je prends une petite mémoire, qui est rangée dans ma boîte automatique, qu'est-ce que je vais trouver? Un déclencheur, une situation X. Là, par exemple, le fait qu'on soit tous ensemble dans cette salle, c'est une situation X. On est d'accord avec ça? Cette situation va générer pour chacun d'entre nous des sensations corporelles. Nous allons ressentir quelque chose, nous ressentons quelque chose. Que vous soyez là en train de vous ennuyer, ou que vous soyez là en train de trouver ça intéressant, ou que vous soyez là en train de papoter avec votre copine à côté, vous ressentez des choses. Vous avez donc des ressentis physiques et des émotions qui sont présentes. Ça peut être calme, ça peut être sereine, ça peut être joyeux, ça peut être vide, ça peut être ennui, ça peut être... Là aussi, vous pouvez de nouveau travailler avec vos patients en disant, bah voilà, quelles sont les émotions principales? Quelles sont les émotions que vous connaissez le plus? Quelles sont celles que vous repérez le plus sur vous ou sur vos proches? Quelles sont les émotions autorisées dans votre famille? Et là, de nouveau, les personnes peuvent répondre à ça à voix haute ou répondre à ça sur leur feuille. Elles sont toujours en train d'apprendre quelque chose et de faire une expérience. Maintenant, le fait d'avoir une situation qui génère des sensations dans mon corps et une émotion va aller provoquer chez moi des pensées. Et donc, je vais me dire quelque chose dans ma tête. Je vais avoir des commentaires. Et là aussi, vous pouvez prendre le temps de donner un exemple d'une situation. Voilà, je croise une amie, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Qu'est-ce que je ressens? De la joie. Je me sens détendue, je suis en même temps un peu excitée, joyeuse, j'ai le sourire qui vient, je la regarde et je me réjouis. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? C'est chouette, j'ai tellement de choses à lui dire, c'est super. Je me réjouis de ce temps qu'on va passer ensemble. C'est toutes ces pensées, cette concierge qu'on a dans notre tête. OK? Et parce que je suis dans cette situation, parce que j'ai ces ressentis, parce que je suis en train de me dire ce que je me suis en train de me dire, ça va générer chez moi un comportement. Donc, ce que je fais. Je reprends mon exemple. Je vois une amie. Je me ressens toute joyeuse. Je me dis, trop chouette, elle est là, c'est génial. Et quel est mon comportement? Yeah! Et donc, mon comportement, c'est l'appeler, la saluer et aller vers elle. OK? Vous avez là maintenant donné accès à votre patient à une petite case dans sa boîte automatique. Et puis,
Vous pouvez dire à votre patient, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut toujours choisir par quelle porte on a envie d'entrer. C'est-à-dire, quelle est la partie que vous aimeriez le plus faire évoluer chez vous. Peut-être parce qu'elle vous embête, peut-être parce qu'elle n'est pas assez développée, parce que peut-être vous aimeriez l'améliorer. Alors on peut dire, bah oui, non, mais moi, mon comportement de ça va pas, il faut que j'améliore ça, il faut que je puisse me comporter de manière plus digne. Hanan, c'est formidable de te voir. Ou alors, je peux décider que je veux travailler sur mes pensées. J'ai des pensées vraiment, et là, on va plus être dans des émotions, si je suis dans une émotion anxieuse ou de colère ou de tristesse, voilà. Ces idées se tournent dans ma tête et j'aimerais vraiment faire bouger ces idées. Comment on fait ça? Ok. Ou bien, je voudrais travailler sur mes sensations corporelles. Vous comprenez? J'ai beaucoup d'angoisse, j'ai le cœur qui tape, j'ai la boule au ventre et c'est insupportable. Je suis tendue comme un arc, je suis très énervée et je ne sais pas comment on fait pour diminuer la colère. Ok, on peut travailler sur cette porte-là. Est-ce qu'on peut travailler sur les déclencheurs, sur les situations? Oui, on peut parfaitement travailler sur ça. Vous allez me dire, mais non, on peut pas empêcher que quelque chose se passe. Non, c'est pas le but. Le but, ce sera de prendre des décisions parfois anticipatoires, ou bien alors de pouvoir faire le lien avec des parties d'histoire de ma vie qui se répètent, et peut-être d'aller comprendre pourquoi ça se répète toujours de cette façon-là. Vous voyez, quelle que soit la porte, on va pouvoir proposer des outils pour que la personne puisse tester cela. Ok, je vous demande donc d'en faire l'expérience. J'ai vu que toutes les chaises avaient un petit feuillet avec un petit stylo. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, de dessiner un carré. Il faut que vous puissiez écrire autour de votre carré. Vraiment. On prend une feuille, on dessine un carré, et puis, vous allez me chercher une situation qui vous a procuré de la joie. Un moment qui a été agréable pour vous. C'est peut-être un moment qui a eu lieu aujourd'hui, c'est peut-être un moment qu'il y a eu cette semaine, c'est peut-être un moment qui a eu lieu il y a quelque temps, c'est peut-être quelque chose qui va se passer, peut-être vous vous réjouissez de quelque chose de ce week-end. Trouvez-moi quelque chose qui, selon vous, selon vos critères à vous, vous rangez dans la catégorie de joie. Moi, je vais reprendre mon exemple. Arriver à Tanger et recevoir le SMS de Hanan qui me dit « Je suis en bas ». Je suis arrivée, je suis à la réception. Une fois que vous avez décrit le déclencheur, c'est-à-dire la situation, la photographie, quelque chose qui a provoqué votre joie, vous allez maintenant m'écrire sur le côté de votre carré, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors moi, je vais mettre tout excité, sourire aux lèvres, j'avais de l'allant, de la légèreté. Et je ressentais vraiment de la joie. Et je me sentais excitée. Chacun a pu écrire pour sa situation, à lui ou à elle? Yes?
Ça marche pour tout le monde? Faites l'expérience. Ça en vaut la peine. Offrez-vous ça. On va marquer maintenant dessous, qu'est-ce qu'on s'est dit dans notre tête à ce moment-là? Quels étaient les commentaires qu'on se faisait dans notre tête à ce moment-là? D'accord? Alors pour moi, qu'est-ce que je me disais? Yes, enfin, la voilà. Trop content. J'y vais. Quels sont les commentaires que vous vous êtes dit, vous, dans votre exemple à vous? Et là, vous allez peut-être avoir des personnes qui vous disent « Ah, j'arrive pas à trouver, moi. C'est compliqué pour moi, j'arrive pas à... C'est ce que je me dis de ma tête. » Alors, quelle information ça donne, ça? Voilà. Vous allez pouvoir dire à la personne « Bah, tu vois, c'est hyper important ce que tu dis là, parce que ça veut dire qu'en fait, pour toi, là, maintenant, réussir à être dans ton préfrontal et regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est pas facile. Mais t'inquiète pas, ça s'entraîne. Et puis si la personne vous dit « Ah, mais moi j'y arrive super bien », bonne nouvelle pour toi. Ça veut dire que tu as déjà une super connexion. Si la personne dit « Non, mais franchement, j'essaie, mais je n'y arrive pas », alors vous allez lui dire « Ok. Imagine-toi alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire dans une telle circonstance? Quelles sont les pensées qu'on pourrait avoir si on sait, par exemple, je vais prendre le mien d'exemple, tu reçois un SMS d'une super amie à toi qui dit « Je viens d'arriver, je suis en bas à la réception. » Qu'est-ce que tu penses que tu te dirais? Et vous allez proposer à cette personne de le faire comme ça. Et ça va la débloquer, ça va lui permettre d'avoir accès à son préfrontal et d'avoir accès à cette gymnastique. C'est super. Puis après, vous allez lui dire, OK, maintenant, quel comportement tu t'es vu avoir? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu t'es vu faire? Et là, vous allez décrire dans votre exemple à vous ce que vous êtes vu faire dans votre exemple. Moi, dans le mien, je me suis levée, je suis sortie de ma chambre, j'ai pris l'ascenseur, et j'ai rejoint Hanan, que j'ai embrassé et serré dans mes bras. Est-ce que vous avez pu noter, pour votre exemple à vous, quel est le comportement que vous êtes vu avoir? Yes? C'est bon? OK. À ce moment-là, vous allez simplement prendre un peu de temps et dire, OK, on regarde bien les choses. Mon déclencheur, je reçois un SMS de Hanan qui me dit « Je suis arrivée, je suis à la réception ». Qu'est-ce que je ressens? Et là, chacun va prendre le temps de bien lire sur sa feuille son événement à lui, en regardant bien chaque partie. C'est ça qui m'est arrivé. C'est votre réalité à vous. Et c'est vrai. C'est pas juste, faux, bien, pas bien. C'est votre réalité. Et elle a toute sa valeur. Alors prenez bien le temps de la regarder. Quel est mon déclencheur? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Tout excité. Je sors, j'ai de l'énergie, je me sens toute légère, de la joie, de la gaieté, de l'allant. Qu'est-ce que je me suis dit? Yes, enfin la voilà. Trop contente, j'y vais, je fonce. Qu'est-ce que je fais? Je me lève, je sors de ma chambre, je
prendre l'ascenseur, je la rejoins et je me jette dans ses bras et je la serre et j'embrasse. Regardez bien, pour votre exemple à vous, ce qui se passe là maintenant en vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Puis maintenant, qu'est-ce que ça vous apprend de vous? Est-ce que c'est un événement qui est suffisamment fréquent? Est-ce que c'est rare? Est-ce que non, c'est fréquent et puis du coup vous vous dites waouh, mais j'ai de la chance moi. En fait, je me rends compte que j'ai plein de petits moments où je suis content, plein de petits moments où j'ai de la joie. Ou peut-être que vous êtes en train de vous dire ah, moi ça m'arrive pas très souvent. Hein. Puis je la ressens pas si fort que ça moi cette joie. C'est compliqué pour moi. Je ne sais pas. Ok? Je vous le répète, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien. Il y a votre expérience de vie. Maintenant, je vais vous demander de raconter à la personne qui est à côté de vous ce que vous êtes d'accord de lui raconter. Ça peut appartenir à cet événement-là, ça peut appartenir à un autre événement de joie, mais simplement partager avec la personne à côté de vous ce que vous désirez partager, tout en respectant, bien entendu, ce qui est trop personnel pour vous, ce qui est trop intime pour vous et que vous n'avez pas l'intention de partager avec votre voisin. Prenez simplement le temps de parler de l'exercice, l'effet qu'il vous a fait et ce que la joie vous apporte ou si vous avez envie de raconter votre événement, vous racontez votre événement. Derrière toi, vas-y. Je vois qu'il y a des timides. Les grands timides se tirent de la salle, en général.
Ok. Voilà, chacun a pu prendre un petit temps pour partager. C'était très agréable de vous entendre glousser, ricaner. C'est super. Regardez comment vous vous sentez là maintenant. Vous avez connecté à une expérience personnelle. Vous avez eu accès à vos sensations, accès à des pensées, accès à un comportement. Vous en avez pris conscience. Vous l'avez partagé avec un camarade, avec une camarade. Qu'est-ce que ça a provoqué et qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de votre cerveau? De la dopamine. Et là, vous pouvez refaire un petit peu de psychoéducation. Qu'est-ce que c'est que la dopamine? À quoi elle sert? Dopamine est un neurotransmetteur qui permet à nos neurones de communiquer les uns avec les autres. Plus on en a, plus on éprouve une sensation de bien-être dans notre corps et on a l'impression qu'on peut réfléchir clairement. Et là, en ayant pris ce temps de vous connecter à vous-même, en vous réhumanisant, en vous accordant cette attention avec intention, et puis en partageant avec quelqu'un, vous avez activé votre circuit de dopamine. Et puis, on va venir maintenant à cette notion que chacun d'entre nous, dans notre vie, on aimerait tous être capables d'être le plus possible en zone optimale émotionnelle. Qu'est-ce que ça serait la zone optimale émotionnelle? Là, c'est l'hyper-émotion. Et là, c'est l'hypo-émotion. Et là, de nouveau, on prend simplement un peu de temps avec ça. Qu'est-ce que ce serait pour vous une zone optimale émotionnelle? Pour vous, être en zone optimale émotionnelle, ça veut dire être capable de faire quoi? Alors, moi, je descends volontiers avec le micro. Donner, d'être capable de la traiter avec une émotion qui est adaptée. Je ne sois pas dans l'excès ou un état de mal-être. Super. Alors, attends. Si tu veux faire la reine du micro, moi, je veux bien. Comme ça, les gens peuvent intervenir et puis moi, j'en garde un. Alors, pour toi, c'est de pouvoir gérer les situations sans rentrer dans le stress. Voilà. Que tu sois confortable dans la situation. Pour toi, c'est ça le point de repère. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme point de repère? Qu'est-ce que vous auriez, vous, comme définition pour dire je suis dans ma zone optimale émotionnelle? C'est-à-dire, je suis cap de quoi quand je suis dans cette zone-là? Prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Te sentir en sécurité. Prendre des décisions, te sentir en sécurité. Réussir à faire toutes les choses que je voudrais faire, au rythme que je voudrais faire. Réussir à respecter mes limites. Super. Voilà, ne pas être indécis. Donc, si je suis pas indécis, c'est que je suis clair avec moi-même. Ça aussi, c'est un truc que vous pouvez proposer dans vos groupes, c'est apprendre à vos patients à formuler les phrases de façon positive. On sait toujours dire ce qu'on veut pas, et puis c'est assez chouette de réussir à dire ce qu'on veut, du coup. Ouais, vas-y. Je disais, pouvoir garder sa confiance, en fait. Super. La confiance. Je me sens en confiance, je me sens en sécurité. Tout à fait juste. Qu'est-ce qui vous permet d'autre de dire que vous êtes en zone optimale?
voilà, gérer les émotions intenses pour préserver ma santé, c'est-à-dire pour éviter que ces émotions-là influencent négativement ma santé. Voilà, donc je veux rester maître de mon flux de pensée et pas avoir l'impression que mon flux de pensée tout d'un coup devient complètement envahissant. Donc quand je suis en zone optimale, j'ai une fluidité de pensée et j'ai cette sensation de pouvoir piloter les choses. C'est juste? C'est bien ça que tu veux dire? Super. Ok, je peux réfléchir clairement aux situations avec suffisamment de recul. Donc, je suis capable de me mettre en position méta et puis de regarder les choses et de poser les bonnes questions. C'est super. Quand vous êtes en hyper-émotionnalité, ce serait quoi les situations pour vous qui vous diraient, là, je suis en hyper-émotionnalité? Je deviens moins efficace. La quoi? La rapidité, les choses se bousculent. J'arrive plus à réfléchir. D'accord? L'excitation? Ok? Je deviens agité, excité. La perte du contrôle. La perte de contrôle, ok? Chez toi, enfin, tu fais référence. Quel exemple tu pourrais donner comme perte de contrôle? Eh ben, c'est la réaction que je vais réaliser suite à une émotion très très intense. Il se peut que je prends une décision qui n'est pas c'est-à-dire l'idéal pour ma sécurité et pour mon futur, etc. Et ça pourrait être des émotions très intenses qui pourraient me conduire à l'angoisse, qui va m'influencer négativement mon cœur, etc. et mes organes. Super. Donc en fait, te retrouver dans une situation où tu vas prendre une décision de façon impulsive. Clac. Que tu regretterais peut-être 2 secondes après l'avoir prise. Yes. Ok. Qu'est-ce qui vous permettrait aussi de dire que vous êtes en hyper-émotionnalité? La durée? L'intensité? L'attente? Ok. Donc j'attends une réponse ou quelque chose, et puis ça me met, j'ai pas la réponse, et puis du coup, je monte. Ouais. Aussi le stress. Le stress? Oui. Ok. Ok, je vois ma gestuelle qui s'intensifie, ou inversement, je suis de plus en plus figée. Prendre des mauvaises décisions. Ouais. Je prends des décisions, pas de la façon dont j'aurais voulu les prendre. Ouais. L'urgence est souvent l'ennemi du bien. Sentir rejeté par les autres? Ouais. Ok. Que les autres m'expriment en fait que la façon que j'ai de me comporter là maintenant, ils me mettent une limite très claire. En fait, oh, ça va pas du tout là. Tu prends pour qui? Ouais. Aussi la sensation de la tachycardie. Ouais. D'accord. L'hyperémotionnalité, c'est sensoriel aussi. T'as parfaitement raison. Des manifestations physiques, j'ai le cœur qui tape. On a vu tout à l'heure un étudiant en médecine, il est très chou, qui essayait, il s'est accroché à son pupitre, le pauvre chou. J'ai cru qu'il allait faire une attaque de panique. À un moment donné, je souffrais avec lui. Je sentais que c'était terrible. Il était, à un moment donné, tellement pris par l'angoisse et on sentait, c'était intense pour lui, le pauvre. Ouais. Tout à fait. Donc, on peut avoir, dans l'hyperémotionnalité, beaucoup de sensations physiques. C'est juste. Des tremblements, ouais, tout à fait. Et du coup, quand vous êtes en hypo-émotionnalité, c'est comment ça se manifeste chez vous? Ouais, c'est quand t'as l'impression, du coup, ça c'est la conséquence. T'as laissé passer les occasions, c'est la conséquence. Mais qui te permettent de repérer, toi, de dire, voilà, là, je suis hypo-émotionnel. Fatigue. J'ai du déplaisir. Ouais. On se sent détaché de ce qui se passe. Détaché, exact. Je suis comme coupée de la réalité. Ouais. Voilà. Mais on peut se retrouver vite dans sa tête, en hypo-émotionnalité. J'arrive plus à réfléchir. Un peu un état de burn-out psychique. Il n'y a plus rien qui passe. Ouais. Aussi l'indifférence. L'indifférence? Ouais, tout à fait. Je me sens indifférente, détachée, c'est tout à fait juste. Ouais. Attends, on arrive pour
te passer le micro, parce que moi je suis sourde, alors j'entends pas bien. Apathique. Apathique, tout à fait raison, entièrement raison, apathique. Ouais. Donc vous voyez que pour chacun d'entre nous, cette zone optimale émotionnelle, on y a des références. Et pour certains d'entre nous, cette zone optimale émotionnelle, elle est super grande. Mais à des moments donnés de notre vie, ou dans la réalité parfois de nos patients, cette zone optimale émotionnelle, elle peut être extrêmement réduite. Et puis, ils ont des grands espaces d'hyper-émotionnalité, et puis des grands espaces d'hypo-émotionnalité. Le fait d'avoir tous partagé différents exemples, pour vous, c'est courant, c'est simple, et vous remarquez que nous sommes tous avec des références assez communes. Vous n'avez pas entendu des choses super bizarres. Et vous avez peut-être entendu des choses en vous disant « Ah ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, ça, moi aussi, ça m'arrive, ouais. Ouais, ah ouais, ça aussi. Ouais, ça aussi, ça aussi, ça aussi. » Regardez la sensation que ça nous donne de nous sentir réhumanisés. Avant que je passe à vous proposer un autre type d'atelier, c'est 17h22, on a 40 minutes, c'est top, on va pouvoir s'en faire un autre. Présentement, là, si c'était la fin de la séance, vous vous diriez quoi? Imaginez 30 secondes, vous êtes un patient X. Vous vous dites, oh, c'est quoi cette dope, je reviendrai jamais? Vous vous dites, tiens, intéressant, sympa, je vais raconter ça à mon pote, ou je vais raconter ça à ma famille, ou, ah ouais. N'oubliez pas qu'à la fin d'une séance, proposez toujours un exercice. Du coup, je dirais, bon, moi je vous propose que pour la semaine prochaine, vous me notiez, chaque fois que vous pouvez, bien entendu, mais faites-vous un petit bilan chaque jour de combien de fois vous avez été, selon vous, en zone optimale émotionnelle, combien de fois vous avez été en hyper-émotion, et combien de fois vous avez été en hypo. Faites du mieux que vous pouvez. Vous pouvez choisir de me faire un petit bilan en fin de journée, ou un petit bilan le matin, ou même de me dire, voilà, moi je vais avoir un rendez-vous aujourd'hui, je sais déjà que ça va me foutre en hyper. Tout est bon à prendre. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Ok? Je vous pose la question. Vous venez de faire l'expérience d'un groupe. Je reprends ce qu'on avait noté au début de cette séance. Souvenez-vous. La régularité. Si je propose un canevas de 12 séances sur les émotions, on sait la date du début, on sait la date de fin, on sait que c'est, je sais pas moi, que c'est tous les mardis entre 19h et 20h ou entre 18h et 19h. Un groupe qui dure 1 heure et quart, c'est bien. Pas plus. La confidentialité. Est-ce que vous pensez que vous avez dit des choses que vous regrettez d'avoir partagées avec votre camarade aujourd'hui? La réticence du patient. Est-ce que ça a été compliqué pour vous? Vous avez l'impression que vous avez dû aller contre vous? La réticence du thérapeute. Est-ce que vous pourriez vous imaginer proposer un exercice comme ça? Le manque de formation. Bon, le manque de formation, c'est normal, hein. Pour toute chose, il faut apprendre, il faut décortiquer son truc, préparer son truc, et puis s'y entraîner, hein. Je veux dire, moi, j'ai pas appris, je suis pas née comme ça. J'ai appris. Et puis l'efficacité. Si vous deviez mettre l'efficacité sur ce qu'on a fait là maintenant. Alors, bien sûr, vous êtes des gens qui allez bien, vous êtes des gens pleins de compétences, pleins de richesses, mais posez-vous la question. Pour quelqu'un qui vit peut-être vachement le nez dans le guidon dans sa vie, qui n'a jamais le temps de prendre cet espace pour lui, ce recul pour lui, de faire cet exercice que vous avez fait maintenant, avec quoi il sortirait? Pensez-vous qu'il sortirait avec le cœur léger? Moi, je crois. Pensez-vous qu'il sortirait avec un peu plus de dopamine? Moi, je crois. Pensez-vous qu'il ressortirait un peu plus réhumanisé? Moi, je crois. Alors, il nous reste 40 minutes.
je vais m'offrir le luxe d'aller dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Imaginez que vous aimeriez faire un groupe de maintien d'abstinence. Comment gérer un groupe de maintien d'abstinence et comment faudrait-il l'appeler? Si vous avez la crainte de stigmatiser vos patients en disant « Oh, je peux pas l'appeler maintien d'abstinence, parce que ça veut dire que tous les gens qui seront là seraient les uns des autres, que s'ils sont là, c'est qu'ils ont un problème d'addiction. Non, c'est pas possible. » Ok, ça me va. Du coup, comment on l'appellerait? Quel nom serait adapté qui pourrait répondre finalement à un contexte de développement personnel? N'y a-t-il pas pour chacun d'entre nous des choses, des habitudes embêtantes qu'on aimerait faire évoluer, modifier, améliorer, réduire? Ouais. Du coup, vraiment, ne croyez pas que j'ai la réponse. Je réfléchis à voix haute là maintenant. Comment on appellerait ce groupe? Hein? Yes! Trop cool. C'est possible. Ouais. On garde le rythme? Yes! C'est possible. On garde le rythme. Ma vie est entre mes mains. Yes! J'ai pas entendu chaud. Ouais. Si j'y crois, c'est possible. Ouais. Ça marche. Vous voyez, vous avez déjà là des propositions qui sont tout à fait pertinentes. Du coup, c'est pareil. On revient toujours avec nos 3 parties, je vous rappelle. La première, un petit coup de psychoéducation. Ok. Nous avons dans notre cerveau toujours ces différentes zones. Et puis, nous avons un endroit qui s'appelle le noyau d'accumbens. Et il appartient à une zone qu'on appelle le circuit de récompense. Yes! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un être humain, pour rester vivant, doit faire 3 choses. S'hydrater, s'alimenter, se reproduire. C'est pour la race. Mais chaque fois qu'il fait ça, le cerveau libère de la dopamine. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le circuit de récompense. Fallait bien qu'il reste vivant, cet humain. C'est 10 puissance 13 cellules dont on est composé. L'être humain, pour rester vivant, a besoin de s'hydrater, de s'alimenter et de se reproduire. Et chaque fois qu'il le fait, il éprouve de la dopamine. Top. Du coup, quelles sont les autres circonstances où vous avez du plaisir, où vous avez des sensations de bien-être? Quelles sont les autres circonstances qui vous procurent de la dopamine? Hein? Quand tu fais du shopping, yes. Quand je fais du sport, ouais. Ouais, j'ai pas entendu. À l'altruisme, excusez-moi. L'altruisme. Ouais, super, tout à fait. Quand je rends service aux gens, ça me procure beaucoup de joie et de plaisir. Absolument. Ouais. Quand je retrouve des amis que j'aime, quand je pense aux gens que j'aime, quand je rigole, quand je chante, quand je danse, quand je regarde un bon film. Absolument. Quand je vais dans un endroit que j'aime beaucoup. Quand je retourne en vacances dans un endroit que j'aime beaucoup. Quand je retourne manger chez quelqu'un que j'aime beaucoup. Ou quand je mange quelque chose que j'adore. Ok? Du coup, nous avons tous en tête des actions qui nous permettent d'éprouver et de ressentir de la dopamine. C'est top. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait être l'addiction?
C'est encore aujourd'hui, pour beaucoup de gens, l'addiction, c'est une histoire de volonté. Bizarre ça. Mais pourquoi on en est toujours là? On sait que l'addiction, 20% de la population peut développer une maladie d'addiction. Mais ça veut dire quoi quand on dit ça? Ça veut dire qu'en fait, 80 personnes sur 100 ne vont pas développer la maladie. Ces 80 personnes ne comprennent pas pourquoi 20 ont développé quelque chose que eux ne développeront jamais. Vous êtes d'accord avec ça? Imaginez que vous faites partie de ces 80 et vous ne comprenez pas pourquoi votre tante ou votre oncle ou votre cousine ou votre voisine a développé, elle, un truc que vous ne développerez jamais. Et en plus de ça, qu'est-ce qui fait qu'elle l'a développé, que moi je l'ai pas développé, et pourquoi moi je ne développerai jamais? 3 raisons qui font qu'on peut développer une maladie de dépendance. Un facteur génétique. On sait qu'on a des marqueurs, que ça se transmet. OK? Et ça peut sauter une génération. Une réalité neurochimique. On n'est pas tous égaux pour libérer des substances neurochimiques dans notre cerveau. Et puis, des situations de vie. Quand on est dans certaines situations de vie très difficiles, très douloureuses ou très contraignantes, ou qu'on a vécu des choses terribles, vous savez, c'est comme se casser une jambe. Vivre une dépression, c'est comme une fracture, ça va laisser une cicatrice. Même si vous avez réparé votre jambe après l'avoir cassée, elle va garder une cicatrice. On sait aujourd'hui que quelqu'un qui développe une dépression a 50% de chance d'en faire une deuxième dans sa vie s'il ne prend pas des décisions assez radicales de changement de vie. On sait que si quelqu'un fait une deuxième dépression dans sa vie, il est à risque à 75% d'en faire une troisième. Quelqu'un qui aurait eu 3 dépressions dans sa vie va se retrouver avec une vulnérabilité, une fragilité et un risque d'être régulièrement un dépressif chronique. OK? Je viens de faire de la psychoéducation, je viens de vous donner de l'information. Imaginez que vous êtes un patient et vous entendez ça, vous dites « Oh putain, wow. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut lui apporter de savoir ça et de comprendre ça ?» OK? De l'empathie. Ouais. Il va commencer à se regarder autrement. Exactement. Mais du coup, qu'est-ce que c'est les critères de maladie? Qu'est-ce qui permet de dire que je souffre d'une maladie? Quelle serait donc la différence? Quelles sont l'expression des symptômes de la maladie dans le domaine des addictions? Exact. Je vais fréquemment consommer. Je vais devoir augmenter les doses pour obtenir le même effet. Quand je m'arrête, j'ai des signes d'inconfort ou des signes qui peuvent aller jusqu'à des symptômes de sevrage. Plein d'activités que je faisais, je ne les fais plus parce que je suis obsédée à l'idée de reprendre du produit, d'en trouver ou de me remettre de l'état de la consommation. OK. Ça, c'est l'expression des symptômes de la maladie. Parfait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui finalement fait entrer dans son cerveau une substance et qui va forcer son circuit de récompense à libérer de la dopamine dans un moment donné où concrètement, elle n'aurait pas besoin de le faire, ou elle n'aurait même pas à le faire. Réfléchissons. Quelles sont les raisons qui peuvent amener un individu à consommer?
On a eu un super exposé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on nous disait? Pour le sommeil. Ah ouais, je bois pour dormir. Ok. Puis, il y a des gens qui boivent pour se calmer. Pour me consoler quand je suis triste. Quand j'ai peur. Pour me donner du courage. Pour oser parler en public, oser avoir des relations sociales. Ok. Il y a des personnes qui consomment pour oser avoir des relations sexuelles ou pour supporter les relations sexuelles. Il y a des personnes qui consomment quand elles s'ennuient. Ouais, passer le temps. Pour m'identifier, c'est-à-dire. Ouais, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire? Mais encore, tu veux être cap de rire comme eux. Tu veux être cap de tchatcher comme eux. D'accord? Donc c'est bien pour les habilités sociales, pour relever ta peur. Ouais. Et du coup, vous allez faire comme ça, noter toutes les situations où on pourrait être amené à consommer pour traiter quelque chose. Maintenant, il faut savoir que il y a mon petit cerveau, le voilà. Comme vous le voyez, c'est rangé dans cette fameuse zone de notre cerveau qui enregistre tous les apprentissages et ne les remet pas en question. Donc on a là non seulement mis en place un système qui force notre circuit de récompense à faire quelque chose que logiquement il n'aurait pas à faire à ce moment-là, mais en plus de ça, ça va générer un apprentissage. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet apprentissage? Quelle est la mémoire qu'on va trouver dans cet apprentissage? On vient de le dire. On va trouver toutes les émotions que l'on traite en faisant le comportement ou en prenant le produit. Pour me calmer quand je m'ennuie, pour avoir plus de joie, pour... Ok. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver les lieux. À quel endroit je fais ça? Et c'est complètement dingue. Si vous avez l'habitude de consommer à cet endroit-là du canapé, chaque fois que vous serez assis à cet endroit-là du canapé, vous aurez envie de le faire. Vous vous asseyez une place à côté, pas envie. Ici, envie. Je donne un exemple. Vous arrivez au supermarché au rayon chocolat, bonbons, biscuits. Vous n'aviez pas spécialement faim. Mais là, que se passe-t-il? Vous avez soudainement envie d'acheter ce biscuit. Vous allez dans le rayon alcool à côté, vous n'allez pas avoir envie des biscuits. Vous voyez, c'est un lieu. Vous allez au rayon papier de toilette, pour ne pas créer de confusion avec le rayon alcool. Et quand vous êtes au rayon papier de toilette, vous dites pas « Oh, tiens, si j'achète une plaque de chocolat !» Non. Vous voyez, ça ne fait pas le même effet. Donc, on a les lieux. Et les lieux, c'est vraiment très détaillé. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Les personnes. Les personnes avec qui on fait ça, les personnes avec qui on mange le chocolat. Les personnes, les copains avec qui on fume le pétard. Le collègue avec qui on boit un verre d'alcool. Et donc, c'est une mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il suffit que je croie à cette personne, que je pense à elle, que je reçoive un SMS de sa part, que je croise quelqu'un qui lui ressemble, et ma mémoire s'ouvre. Il me dit, ah, yeah, on se retrouve pour l'apéro tout à l'heure. Okay. Mais vous pouvez aussi avoir les personnes qui provoquent ça chez vous.
Imaginez que ça va pas très bien avec votre chef. Et que chaque fois que ça n'allait pas avec votre chef, soit vous mangiez une grande plaque de chocolat, soit vous alliez boire un verre pour vous détendre. Eh bien, vous pensez bien que dès que vous le voyez, votre cerveau est déjà en train de vous dire « T'inquiète, t'inquiète, après, tu sais ce qu'on fait. » Ok? Et puis, notre cerveau va retenir les horaires, les jours, les dates. Alors, si vous avez l'habitude de vous coucher à telle heure, vous êtes d'accord qu'à partir d'une demi-heure, 3/4 d'heure avant, on commence à être fatigué. Si on a l'habitude de manger tous les jours à midi, ben, vous êtes d'accord que vers 11h30, on commence tous à avoir faim. Vous êtes d'accord que si vous avez l'habitude de prendre un café le matin, eh bien, dès que vous vous levez, vous n'avez qu'une idée, c'est « Oh, si je prenais mon café !» Ok. C'est une habitude d'horaire. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire certaines choses certains jours. Allez, wow, vendredi, on va danser. Ok? Donc, mardi, tout va bien. Mercredi, tout va bien. Jeudi, tout va bien. Jeudi commence à dire, oh, demain, c'est vendredi. Et vendredi matin, c'est, oh, ce soir, on va danser. Vous voyez? C'est une mémoire. Et puis, on a la mémoire, alors, la mémoire aussi de la veille du salaire. Ça, c'est beaucoup de passion. Oh, c'est bientôt le salaire. Et puis, vous avez la mémoire de dates aussi, les dates anniversaires. Chez nous, je ne sais pas si vous fêtez beaucoup le Nouvel An, mais chez nous, Nouvel An, c'est une sorte de fête assez bizarre, où les gens sont convaincus qu'à Nouvel An, faut se péter la gueule. T'as des gens qui boivent jamais, qui prennent jamais de trucs, mais à Nouvel An, faut faire un truc super bizarre. Alors, il y a des dates comme ça qui, hop, vont déclencher cette mémoire. Et puis, ce qu'on a encore dans ce carré, c'est le fait de percevoir l'odeur, le bruit, la vue du produit, va réveiller la mémoire. Et donc, l'envie sera d'autant plus forte au prorata du nombre de ces mémoires qui va s'ouvrir. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, votre patient se sent en difficulté dans son groupe avec les autres? Non. On est dans un groupe où on veut parler des choses qu'on a envie d'améliorer, de faire évoluer, de rendre plus facile, ou de ces mauvaises habitudes dont on voudrait se débarrasser. On peut se prendre ronger les ongles, hein. Moi j'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez vous débarrasser de vous ronger les ongles, pas de souci. Parfait. Alors on va passer maintenant à l'exercice. Cherchez-moi quelque chose qui est une de ces habitudes à vos yeux embêtantes. Une de ces habitudes dont vous aimeriez vous débarrasser. Quelque chose que vous aimeriez être capable de ne plus faire comme ça. Que vous aimeriez être capable de ne plus résoudre comme ça. Vous avez tous trouvé un petit truc? Et puis, on va commencer par quelque chose de super soft. On va travailler sur le lieu. Comment on fait pour dépolluer? Parce que si on veut se débarrasser par quelque chose et que c'est rangé dans la boîte automatique, le seul moyen, ça va être
d'intervenir sur cette mémoire. Ok? Et pour intervenir sur une mémoire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit y avoir accès et on doit créer des nouvelles connexions. Le simple fait que vous soyez en train de vous poser cette question, que vous soyez en train de vous intéresser à ce que vous êtes en train de vous intéresser, que vous êtes en train de regarder ce que vous êtes en train de regarder, vous êtes déjà en train de changer la connexion. Donc vous êtes déjà en train de commencer à vous réparer. Top. Imaginons qu'on veut prendre comme exemple, j'aimerais être capable de ne plus grignoter le soir chez moi. Ok, trop cool. Comment on fait ça? Alors, première chose, où est-ce que je range mes aliments de grignotage? Est-ce que j'ai des planques? Alors, la première chose, ça va être, si vous avez de la famille et que vous n'allez pas priver la famille d'avoir accès à ces petits gâteaux ou chocolat ou autres que vous grignotez, eh bien, je vais vous proposer de vous entraîner à les ranger dans un endroit complètement différent. S'ils étaient rangés dans le placard de gauche dans la cuisine, vous allez maintenant le ranger dans un endroit complètement différent. Et puis, à l'heure où se provoque chez vous cette envie de grignotage, il va être particulièrement important que vous appreniez aussi à vous asseoir à des endroits différents. C'est-à-dire, si quand vous êtes chez vous, après le repas, vous aimez bien vous mettre sur votre canapé X et puis regarder un film, ou que vous aimez bien vous mettre sur le fauteuil truc-muche, eh bien, je vais vous demander pendant quelques temps de ne plus vous asseoir à cet endroit-là. Vous allez devoir entraîner votre corps à s'asseoir ailleurs, à s'installer ailleurs, à s'installer différemment. Puis je vais peut-être même vous inviter à envisager de changer quelque chose de couleur. Alors, je dis pas de déménager, je dis pas d'acheter un nouveau canapé, je dis de mettre une nouvelle couverture sur le canapé, des nouveaux coussins. Quelque chose qui perturbe la mémoire visuelle. Le but, c'est de mettre des grains de sable dans le système. Parce que nos connexions neuronales, ce n'est que des mémoires. Et l'objectif est de mettre des grains de sable dans le système. OK. Par rapport à ce que vous avez choisi, dans votre exemple à vous, réfléchissez-moi à des grains de sable que vous pourriez mettre. OK, je range plus ce truc-là, je le mets là. Et moi, je m'installe plus ici, je me mets là. Je vous laisse noter les idées que vous pourriez avoir. Ne serait-ce, vous savez que pour les gens qui ont des troubles des conduites alimentaires, on leur demande dans le frigo de ranger les choses dans un ordre différent. De ranger les aliments aussi dans d'autres placards. De s'asseoir ailleurs à table. De changer les services de côté. C'est très puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme nous sommes 90% du temps dans notre boîte automatique, vous pensez bien qu'au moment où j'ai mis les choses ailleurs, ou que je m'assois ailleurs, à chaque fois, ça provoque un choc et ça me met en préfrontal. Et donc, du coup, ça me permet de rester ici et maintenant et de garder le pouvoir. Du coup, je vous laisse choisir pour vous quelles pourraient être les idées que vous pourriez avoir par rapport à cet endroit. Qu'est-ce que vous pourriez changer? Si vous me dites, ouais, mais moi, tu vois, c'est une histoire dans la rue, je peux pas mettre un nouveau coussin dans la rue, tu vois. Bien sûr. Mais tu peux décider de prendre l'autre trottoir. Tu peux décider, si tu marches dans la rue d'habitude comme ça, sans musique, de mettre de la musique. Si tu as l'habitude de marcher avec de la musique dans la rue, tu mets pas de musique. Ou tu changes de musique.
Vous voyez? Tu as l'habitude de passer par là, tu prends un autre trottoir, ou tu passes par là et tu comptes toutes les couleurs de voitures bleues, ou toutes les baskets que tu croises, ou, vous voyez? Vous allez entraîner la personne à avoir sa focale d'une autre façon. Il faut un grain de sable. On cherche un grain de sable. Et plus on en a, plus ça va être performant. Vous avez fait votre petite liste de grains de sable. Je vais vous proposer de discuter avec la personne qui est à côté de vous, toujours uniquement de ce que vous êtes OK de raconter, et vous n'avez pas à raconter votre vie personnelle, mais vous pouvez simplement dire, bah tiens, moi je veux changer ça dans ce lieu, j'ai cette idée-là, sans donner les détails de la chose incroyable que vous voulez modifier dans votre vie, ou bien vous êtes à l'aise avec ça, et puis vous le dites à votre camarade d'à côté, ça vous appartient, vous êtes complètement libre avec ça. OK? On est obligé de s'arrêter sur cet exercice parce que le temps nous est compté. Regardez comment vous vous sentez d'avoir partagé ça. Regardez à quel point ça nous permet de réaliser que nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des êtres humains compliqués, normalement compliqués. Pour la semaine prochaine, n'oubliez pas, vous donnez toujours un petit exercice pour la semaine prochaine. Vous allez inviter votre groupe à dire, OK, pour la semaine prochaine, vous allez faire l'expérience de mettre des grains de sable dans le lieu, et puis regardez l'effet que ça fait, et vous apporterez cette expérience au prochain groupe. D'accord? Et puis maintenant, vous allez terminer votre groupe en disant aux personnes qui sont présentes, je vous demande 30 secondes de regarder comment vous vous sentez là maintenant. Comment c'est là maintenant pour vous? Et je vais vous demander de me dire en un mot avec quoi vous sortez de cette séance d'aujourd'hui.
Ok, donc on a peut-être encore notre porteuse de micro. Ok, si vous deviez répondre à cette question-là maintenant, présentement, avec quoi sortez-vous de notre moment et des exercices que vous avez fait là maintenant? De l'espoir. De l'espoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est faisable. Capable. Contrôle. Encore du travail, mais je suis sur la route. Yes. Top. Super. Je vais maintenant vous deux. Ah, encore un petit mot? Apaisement. Yes. Super. Je vais vous demander maintenant de vous dire 3 merci à vous-même dans votre tête, juste pour vous. 3 merci. Et ça peut être des merci tout simples. N'allez pas vous casser la tête. C'est pas des trucs de fou. Merci de m'être levé à l'heure aujourd'hui. Merci d'avoir pensé à répondre à ceci. Merci de t'être comporté comme tu voulais ou d'avoir géré cette situation-là comme tu voulais. Dites-vous 3 merci. Dans des domaines très différents. 3 choses que vous dites merci à vous. Pour vous. 3 jolis merci. Il y a plusieurs études qui ont montré que vraiment ce travail de savoir relever les choses qui nous ont fait du bien et d'apprendre à savoir se remercier change vraiment beaucoup de choses dans les connexions de notre cerveau et améliore grandement la production de notre dopamine. Voilà, on arrive au terme de cet atelier. J'avais très envie de partager avec vous le fait de vous montrer qu'il est possible d'avoir des ateliers thérapeutiques. Vous pouvez offrir ça à vos patients. Moi, je vous dis un grand merci à Fatima El Omari de m'avoir permis de vous proposer cet atelier ce soir. J'espère que je vous ai donné envie. Si vous avez envie que je vous forme, si vous avez envie d'apprendre à mener des ateliers, je le ferai avec un immense plaisir. N'hésitez pas à m'inviter, que tous les thérapeutes qui veulent mettre ça en place peuvent compter sur moi. On peut organiser ça de tas de façons. Je peux venir au Maroc, on peut le faire par Zoom, comme vous voulez. Je veux tellement que vous le fassiez que je vous assure que je trouverai toutes les portes possibles pour vous aider à le faire. En tout cas, un grand merci à vous tous et je vous souhaite une belle soirée. Moi, je terminerai par 3 merci. D'abord, merci à vous, Sophie, d'être encore parmi nous. On ne se lâche jamais de vous écouter. Vous nous simplifiez la tâche d'une façon spectaculaire, je dirais, parce que vraiment, on apprend tellement de choses avec vous, avec une grande simplicité. C'est ça la pertinence à chaque fois avec laquelle je sors après chaque atelier. Merci à l'audience d'avoir eu la patience de rester avec nous durant cette période d'1h30. On n'a pas vu le temps passer, effectivement. Et merci surtout à Lama, grâce à toutes les personnes qui travaillent, qui ont beaucoup travaillé pour réaliser justement cette rencontre. Et apparemment, on devrait... je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. On peut prendre encore 2 petites minutes. On va se gâter aujourd'hui. Merci, madame. C'est juste pour votre livre. Est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, le livre dont il parlait tout à l'heure, c'est Faire face à la dépendance. Moi, j'ai un de mes mentors, et je sais que beaucoup d'entre vous le connaissez très bien et avaient eu la chance d'être formés par lui aussi, qui est docteur Chardy Kingi. Et puis, là, je suis en train moi, je suis très douée pour faire des vidéos. Du reste, je vous en parlerai demain, dans ma présentation de demain, comment on a développé et on s'est familiarisé avec les outils de l'intelligence artificielle pour créer du contenu et faciliter pour nos patients, nos collègues, donner accès à tout ce que la clinique peut proposer avec les outils d'intelligence artificielle. Vous verrez, c'est super. Nous, on utilise beaucoup ça. Et donc, demain, je vous l'apporterai volontiers pour que vous puissiez aussi vous en saisir. Sinon, le livre dont on parlait tout à l'heure, c'était Faire face aux dépendances. Faire face aux dépendances. Oui. Vous pouvez le commander à la FNAC, enfin, sur tous les sites que vous voulez, facilement, ouais.
Et là-dedans, on vous donne, avec Charlie, tous les outils pour toutes les dépendances à tous les étages. Une petite question sur les thérapies de groupe via Internet. Est-ce que c'est le même résultat avec présentiel? Alors là, je suis en train de suivre un groupe super intéressant qui s'adresse aux proches qui ont un proche qui souffre d'un trouble borderline. C'est super intéressant. C'est 12 séances qu'on propose aux proches pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le trouble borderline, comment ça marche, pourquoi c'est compliqué pour eux, pourquoi en tant que proche on souffre beaucoup, pourquoi on peut se sentir démuni, épuisé, quels sont les outils qu'on peut leur proposer, pour améliorer leur quotidien à eux en tant que proches, améliorer la relation avec la personne qui souffre du trouble borderline. Et c'est aussi magique que pour les patients dans les groupes, parce que nous, les êtres humains, on a tous besoin de se réhumaniser, on a tous besoin de se reconnaître, on a tous besoin de comprendre ce que c'est que la galère. Vous parliez des groupes de guidance parentale. C'est pareil, à la clinique, on a des groupes multifamiliales où c'est les familles qui viennent, qui se rencontrent. Puis on va proposer toujours le même canevas, un petit coup de psychoéducation, un petit coup d'aborder comment dire non, ou comment poser des limites, ou on va prendre un sujet, et puis on va proposer un petit exercice, puis après ils vont partager, et ça produit toujours cet effet extraordinaire où chacun se sent réhumanisé, on n'est plus jugé, on a l'impression qu'on comprend beaucoup mieux pourquoi c'est si compliqué et qu'il n'y a pas de solution magique, mais on se sent tellement moins seul. Et c'est ça qui est formidable. Donc franchement, je vous assure, le groupe thérapeutique, et vous pouvez appeler ça développement personnel, vous pouvez l'appeler de la façon que vous voulez, mais vraiment, on est les humains une communauté, il faut qu'on retrouve ce partage communautaire. Vous pouvez faire des groupes que femmes, des groupes que hommes, des groupes que ados, vous pouvez faire des mix, vous pouvez faire comme vous voulez, mais toujours avec ce canevas, un petit coup, je te donne des outils et je t'explique des trucs, un petit coup, je te donne un exercice, tu pratiques l'exercice, tu partages avec l'autre, et comme ça, tout bien, tout honneur, chacun se sent respecté et peut avancer son petit bonhomme de chemin. Tout bien pour chacun? Belle soirée? À demain! Merci beaucoup.